Et c'est bon, on démarre. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. À 57 ans, Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, derrière Elon Musk, laisse la place de CEO d'Amazon à Jesse Handy, responsable d'Amazon Web Services, l'entité de stockage et d'hébergement sur Internet du groupe. On va parler aussi des projets qui pourraient faire date dans leurs environnements respectifs. Alors, il y a le Huawei Mate X2. Je sens que tu vas pouvoir nous reparler de la pliure dans le sens qui te plaît le plus, Guillaume. On va vous parler aussi d'un smartphone qui dégouline tout autour chez Xiaomi, de l'Apple Watch qui détecterait peut-être bien les symptômes de la maladie de Parkinson, le casque de réalité virtuelle d'Apple qui promet d'être aussi ambitieux que coûteux. On va vous parler aussi d'Elon Musk, avec notamment les crypto-monnaies, la conquête spatiale avec SpaceX. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech ce que le wasabi est au sushi, le maître du contenu de cet épisode, auteur du livre Machine de jeu, encore et toujours disponible sur toutes les plateformes, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, voilà, c'est ça, je suis le truc que ça pique le nez, ça fait pleurer si on en prend trop, donc... Mais c'est ça qui relève le goût, et c'est bien sûr, c'est une analogie qui m'a été suggérée, donc je la réutilise avec plaisir. Et nous retrouvons aussi pour la première fois dans cet épisode, donc dans Tech Café, une toute nouvelle voix, mais aussi et surtout une passionnée de tech, en particulier de tech et de santé, podcasteuse et youtubeuse, c'est Racha Bia. Salut Racha. Salut tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Racha Bia, je suis algérienne, j'habite en Algérie et je suis pharmacienne, ingénieure de formation, mais surtout passionnée par la technologie, la santé, la nutrition et le fitness. Oh, on va avoir plein de choses à dire, je suis sûr que tu auras l'occasion de réagir tout au long de cet épisode. Allez, on va partager ensemble un nouvel avis qui a été déposé sur Apple Podcast. Je vous rappelle qu'on en a besoin encore et toujours de vos évaluations sur les apps de podcast, donc comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et c'est par exemple ce qu'a fait Victor Courroyer qui a dit excellente découverte et il précise merci aussi pour ta simplicité. Alors à qui s'adresse-t-il? Je ne sais pas s'il s'adresse à Guillaume Poggiaspala ou à moi. Écoute, on va prendre Victor en tout cas pour notre simplicité en toute humilité. Et puis si vous avez déjà déposé votre avis, c'est que vous êtes peut-être fin prêt à passer à la vitesse supérieure pour vous engager en faveur de notre travail dans le podcast. Je vous invite plus que jamais à venir rejoindre notre page Patreon avec une communauté hyper sérieuse, passionnée par les nouvelles technologies. Vous bénéficierez en particulier d'une protection contre la pub avec le flux privé du podcast, un accès au podcast donc qui vous est personnellement dédié, que vous pouvez mettre dans votre app à la place du flux public du podcast, et avec en plus la fonction de chapitrage en 2021. Plus que jamais, engagez-vous à nos côtés et aux côtés des créateurs de contenu indépendants et soutenez Tech Café évidemment. Merci en particulier à Nicolas Borne, à Max Zdozer, Marc et à Cubels Perez qui soutiennent l'émission. Franchement, je le dirai jamais assez, mais évidemment de voir de nouvelles personnes qui acceptent de jouer le jeu, même si c'est que pour quelque temps, à la hauteur de leurs possibilités, c'est terriblement stimulant. Merci. Sans autre forme de procès, on va donc attaquer les news. Juste un petit follow-up autour du dernier épisode parce que vous avez été plusieurs à faire des retours sur Clubhouse. J'ai vu au passage que Twitter lançait, là ça y est, en tout cas il y a eu des comptes en France qui activaient Twitter Spaces, qui est a priori ni plus ni moins que Clubhouse mais dans Twitter, donc on sent que la conversation audio en live dans les réseaux sociaux, n'en déplaise à Guillaume Poggiaspala, est peut-être un sujet d'actualité. Guillaume, le sujet marquant, c'est probablement ce qui se passe du côté d'Amazon, parce que sans tambour ni trompette, Jeff Bezos a annoncé un grand événement. Alors c'est pas un nouveau Fire appareil, c'est pas un nouvel Alexa, c'est pas une nouvelle vitrine, mais c'est un mouvement important puisqu'à 57 ans, il a annoncé son retrait de poste de CEO, Guillaume. Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les trimestres finaux de Jeff Bezos en tant que PDG d'Amazon sont fastes, puisque c'est 7,2 milliards de bénéfices nets au quatrième trimestre 2020, c'est quand même 2 fois plus que l'année précédente, et c'est aussi en partie grâce aux Prime Day qui sont intervenus plus tard l'an dernier, mais bon, c'est quand même net, Merci la pandémie. Alors, Jeff va quitter son poste de PDG d'Amazon en octobre, mais c'est pas du tout une retraite en fait. Déjà, il ne quitte pas Amazon, il en devient Executive Chair. En gros, il garde la position de chef suprême, mais il s'occupera plus des affaires courantes au quotidien. Et il va utiliser son nouveau temps libre pour d'autres projets. Bon, évidemment, il en manque pas. Bon, alors il y aura sans doute la philanthropie, et son fameux nouveau fonds contre le changement climatique, qu'il a créé l'an dernier, et qui devrait quand même jouir de 10 milliards de dollars à terme.
Il y a aussi la Fondation pour l'éducation qu'il a créée avec son ex-femme, mais de toute façon, Jeff a de quoi s'occuper pour plusieurs vies, puisque par ailleurs, il est quand même propriétaire du Washington Post et de Blue Origin, et Blue Origin, c'est une boîte qui est très spéciale et qui est très importante pour Bezos. Alors il en finance avec 1 milliard de sa poche par an, quand même. Et elle doit, selon lui, alors je rappelle, construire l'infrastructure spatiale qui permettra à l'humanité d'essaimer dans le système solaire, de continuer de croître au-delà des limites de la Terre, pour qu'à terme, 1 trillion d'humains puissent habiter sur des myriades de mondes et des stations spatiales et commander leur brosse à dents laser sur Amazon via des échos interplanétaires livrés par Planet Express en moins d'une journée solaire. Je déconne même pas, tout ça est très sérieux, alors mis à part peut-être la technologie de la brosse à dents, je suis pas complètement certain, mais Bezos a fait un speech en 2019 où il dit exactement ça. Ça s'appelait The Purpose of Going into Space, avec des majuscules sur tous les mots, c'est important. Et bon, au moins, Jeff est conscient qu'on vit sur un monde fini, et il l'a même clairement admis dans une interview à propos de son fonds contre le changement climatique. Une demande illimitée versus une offre limitée, ça mène à du rationnement, comprendre la chute de la consommation, c'est vrai que ça c'est assez horrible. Donc pas étonnant qu'il faille lutter contre ça et partir pomper les autres planètes dès que possible. Bon, je suis un gros troll, je sais, mais force est de constater que l'objectif avoué de Blue Origins, il est quand même parfaitement conforme à la philosophie d'Amazon depuis toujours, c'est-à-dire croître par tous les moyens possibles, et quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte aux employés, quand même plutôt, dont les conditions de travail sont au mieux difficiles, dont les efforts pour se syndiquer sont régulièrement entravés, prenons par exemple Chicago, dernièrement. Donc c'est celui d'origine d'Amazon United qui va fermer, et dont les employés ont maintenant le choix, être relocalisés, et adopter les shifts de 10 heures ou prendre la porte. Donc quand je dis les shifts de 10 heures, c'est pas qu'ils commencent à 10 heures le matin, peinard, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, ils durent 10 heures, de 1h20 à 11h50 du matin. Donc un horaire particulièrement adapté à la bonne santé des employés, qui combine un volume horaire éreintant avec le travail de nuit, donc c'est vraiment le top. Et ils seront pas les seuls d'ailleurs, parce que c'est le méga cycle, c'est comme ça que ça s'appelle, devrait devenir la norme chez Amazon, et puis c'est logique, c'est plus productif, avec moins de gens. C'est pas la première fois qu'on parle d'un exemple de management discutable d'Amazon, je crois qu'on l'a fait plein de fois ici, et c'est logique. Amazon obsesses over the consumer, une devise qui date de 97. Mais bon voilà, Bezos et Amazon évidemment ont changé le monde, c'est vrai. Ils ont changé notre rapport à la consommation, ils l'ont placé au sommet de la pyramide des besoins. Voilà, il a bâti un empire avec non seulement en satisfaisant nos caprices en fait, mais en créant de nouveaux. Comment aujourd'hui attendre plus de 24 heures pour avoir son bouquin, son jeu ou sa brosse à chiottes, c'est intolérable. Encore que pour la brosse à chiottes, c'est vrai que ça peut être important. Enfin bon, il faut quand même que 1,3 million d'employés triment chaque jour pour ça. Des employés fliqués chaque seconde pour tenir la cadence. Des chauffeurs qui seront bientôt filmés en permanence dans leur habitacle. Donc voilà, peut-être que le futur bâtiment du nouveau quartier général d'Amazon à Arlington, en Virginie, est une bonne illustration finalement du legs de Bezos au monde. C'est un bâtiment tout de verre et d'acier en forme d'énorme caca. Et oui, enfin on dirait que ça s'appelle Helix en fait, c'est un bâtiment d'avant-garde, plein d'arbres, tout ça, mais bon, c'est quand même un gros caca étincelant, et un gros caca étincelant, c'est quand même un gros caca géant. Quoi qu'il en soit, la philosophie et la culture d'Amazon sera scrupuleusement préservée par son successeur. Jeff peut être rassuré là-dessus. Ouais, pour être précis, c'est au-delà d'un caca, c'est l'emoji caca. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont repris scrupuleusement les proportions. Racha, ce serait hyper intéressant d'avoir ton regard sur Amazon au sens large, sur le mouvement de Jeff Bezos, et puis en particulier peut-être le rapport à Amazon en Algérie. Quel rapport à la consommation par rapport à Amazon vous avez? Au fait, Amazon ici ne fonctionne pas vraiment. On n'a pas tous les articles qui arrivent en Algérie, c'est un petit peu cher. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent des livres en France, puis quelqu'un les ramène de France et tout simplement. À part les livres qui peuvent être livrés ici, mais les autres articles, c'est très rare. Je trouve que la vision de Jeff Bezos du monde est un petit peu bizarre, surtout Blue Origin. Il veut que toute l'énergie soit récupérable de l'espace et qu'ici on pourra vivre simplement et en paix. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, mais c'est possible parce que tout le monde y pense maintenant et tout le monde pense à la conquête spatiale. Et Jeff Bezos comme Elon Musk, je pense pas qu'ils sont trop différents. Et je trouve que c'est un rêve qui est un petit peu loin, mais est-ce que c'est faisable ou pas, ou bien exagéré? Je trouve que c'est faisable, mais après
je sais pas, une cinquantaine d'années comme ça. Ouais, il va falloir peut-être laisser passer du temps. C'est intéressant, le parallèle, évidemment, entre Jeff Bezos et Elon Musk, parce que, évidemment, ils ont tous les deux des projets vers l'espace. On va reparler tout à l'heure d'Elon Musk ensemble. Juste avant de continuer, pour terminer ce panorama de la consommation numérique en Algérie, parce que je la connais très mal, c'est quoi les alternatives à Amazon? C'est quoi les grands magasins, les grands distributeurs en ligne? On a Jumia qui fonctionne très bien. La livraison Jumia, elle est bien installée ici en Algérie. Les articles qui sont très variés. Il y a Jumia Food aussi. Donc quelque chose qui ressemble à Amazon, il y a Jumia, mais par contre il y a de nombreuses petites startups ou bien petites entreprises qui se développent sur le e-commerce et ça commence à grandir petit à petit grâce au nouveau gouvernement ou bien le nouveau ministre qui s'occupe des startups bien en particulier. Donc ça grandit un petit peu à petit peu et ça se développe petit à petit, voilà. Bon, on profitera de ton regard éclairé sur le sujet pour suivre ça. Moi, ce que je trouvais hyper intéressant aussi dans les différents articles que tu avais collectés sur Jeff Bezos, Guillaume, dans la préparation de cette émission, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'analyse qui vise à dire que Jeff Bezos ne fait pas tant... en fait, il fait des révolutions... pas forcément sur la qualité, mais sur la quantité. C'est avant tout de la taille qui est de manière démesurée, développée sur tout ce qu'il fait dans l'activité, sur le stockage, la distribution, sur toute l'activité d'Amazon. Et ce qui était marrant, c'était de voir cette comparaison qui disait que, en gros, que tu aies une ou deux piqûres d'abeilles, bon, ça change pas physiologiquement les choses. Mais par contre, quand tu es piqué par 1000 abeilles, bah forcément, ça te change l'effet. Je trouvais cette image et cette analogie très très parlante pour montrer à quel point juste raisonner en échelle, en quantité, du côté d'Amazon, ça avait des impacts sur l'expérience et sur le service qui était délivré. C'est un chouette élément à suivre. Alors effectivement, tu nous parlais de Jesse Handy, qui est donc le patron d'Amazon Web Services et qui va prendre la place de Jeff Bezos dans quelques mois. Ouais, c'était Andrew Jassy, c'est oui, effectivement l'actuel PDG d'AWS, il a 53 ans, il a 24 ans de boîte, il a été l'homme de l'ombre de Bezos pendant longtemps, et d'ailleurs il a fait d'AWS le premier prestataire de cloud au monde, donc il est compétent, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas avec lui qu'Amazon va changer radicalement, c'est pas un ingénieur, c'est pas un codeur, c'est un businessman passionné par la relation avec le client, mais ça veut dire aussi certainement moins passionné par les questions éthiques, environnementales ou sociales, puisque bon, il a quand même été défenseur de la reconnaissance faciale, attaqué chez Amazon via son produit Recognition. On s'en souvient, partisan des armes autonomes, il ne voit aucun problème à fournir des prestations cloud aux exploitants pétroliers ou gaziers pour optimiser leur exploitation. Bon, AWS a un partenariat avec les Big Oil, qui rapporte un max. De même, d'ailleurs, les robots tueurs ou pas, c'est quand même un super débouché pour le cloud et les outils en Amazon. Bon, la reconnaissance faciale, évidemment, ça va devenir un secteur économique majeur, c'est quasi sûr. Donc, grosso modo, il s'est toujours prononcé en faveur de ce qui pourrait rapporter du pognon à AWS, et puis basta, quoi. Le reste, c'est pas vraiment ses oignons. Nul doute que si le Mega Cycle rapporte plus à Amazon, il sera généralisé, le reste, c'est pas ses oignons, et puis comptez pas sur lui pour coopérer en cas de procédure antitrust. C'est pas leurs oignons, d'ailleurs, la FTC non mais il y a déjà qu'il y a Azure et le cloud Google qui ne cessent de croître. Tu sais que le cloud Google a perdu moins de 6 milliards cette année, donc ils avancent. Mais bon, déjà, voilà, il avait un très gros business à gérer, maintenant il a un énorme business à gérer, alors voilà, je pense qu'il va le gérer de manière à faire le plus de pognon possible. Ça ressemble un petit peu à le côté décomplexé de Jeff Bezos, qui paraît pas forcément très complexé déjà à la base quand on en parle, mais a priori ça ressemble un petit peu au regard décomplexé et qui va continuer à dérouler. Je me demande quand même si en ayant cette place-là bien plus médiatique et bien plus observée, il y a qu'à voir, on le décrit déjà dans le podcast. Je crois pas que je l'avais déjà vu dans des descriptions dans des podcasts tech. Peut-être qu'il va être amené aussi à prendre des positions un peu plus nuancées que la manière dont il travaillait jusque-là, parce que plus mis en lumière, on verra. Justement, alors on parlait un petit peu de régulation et de controverses. C'est parfait. On a quand même des sujets qui s'actualisent aux États-Unis autour de la tech et qu'on va suivre là encore de près, parce qu'on a parlé durant les derniers épisodes d'une possible réforme de la section 230. Faut-il une fois de plus la présenter, Guillaume, cette section ?
En fait, on a évoqué qu'il y avait des changements possibles, que l'administration Biden œuvrait sur les régulations tech. Donc voilà, elle commence à se préciser un petit peu via 2 projets de loi. Donc d'une part, on a effectivement le Safe Tech Act qui réviserait la section 230. Donc la section 230, tu veux, oui, on peut rappeler si tu veux. Donc il y a cette fameuse épée et bouclier. Donc l'épée, c'est que les sites peuvent c'est à leur discrétion de virer le contenu qui leur convient pas. Voilà, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent de ce côté-là. Et le bouclier, c'est que justement, ce sont des plateformes qui ne peuvent pas être tenues responsables de ce qui est posté par leurs utilisateurs. Voilà. Donc là, c'est justement cette révision à la section 230 permettrait aux usagers de poursuivre les plateformes pour du contenu qui, eux, les menacerait, les harcèlerait, les discriminerait, etc. Et d'ailleurs, la 230 s'appliquerait par ailleurs plus aux publicités. Donc voilà, il y a de quoi faire se dresser les petits poils de la nuque chez Google et Facebook, etc. Je pense. Et aussi, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres cas, plein d'autres trous en fait à la section 230 qui pourraient être prévus. Donc ça, c'est pour le Safe Tech Act. Et d'autre part, on a Amy Klobuchar qui a présenté un autre projet qui s'appelle Calera pour, alors attention, c'est Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act. Qui serait... Tu le fais toujours aussi bien. Je m'entraîne avant, évidemment. Donc ça serait une révision majeure de la loi antitrust. Elle augmenterait les fonds de la FTC et du Department of Defense. Et elle renverserait la procédure standard. Alors en gros, quand il y a une fusion ou une grosse acquisition, la boîte en question, elle dépose un dossier et c'est à la FTC de prouver que ça va pas, parce que par défaut pour eux ça va. Là en fait ce serait l'inverse, parce que par défaut ça va pas, et c'est à la boîte de démontrer que ce qu'elle fait est ok. Bon. Mais au-delà de ça, en fait, la nouvelle loi prend non seulement en compte la notion de monopole, mais aussi celle de monopsone. Oui, monopsone. Et oui, Tech Café. Je trouvais le mot magnifique en ayant là aussi fait la préparation de l'émission et je connaissais pas, ça m'a fait comme un effet waouh. Eh oui, un monopsone, le Tech Café, le podcast où on apprend des mots super puissants pour le Scrabble. Donc, un monopole, c'est quand il y a une seule offre de biens ou de services et plein de demandeurs. Donc évidemment, ils n'ont pas le choix, l'offreur peut faire sa loi. Alors ça vient du grec mono, mono, ça veut dire un seul, et puis polein, qui veut dire vendre. Bon. Un monopsone, c'est l'inverse, c'est quand il y a plein de vendeurs, mais un seul acheteur. Alors c'est pareil en substance, parce que là c'est les vendeurs qui n'ont pas le choix. Ils doivent vendre à ce seul acheteur pour survivre, donc c'est ce super acheteur qui peut faire sa loi. Mais ça vient aussi du grec évidemment, puisque opsoner ça veut dire acheter. Alors là, quand je dis un seul acheteur ou vendeur, selon le cas, c'est pour simplifier, il peut y en avoir plusieurs, mais disons un seul qui compte vraiment, tu vois, un lourd, voilà. De sorte qu'en fait, c'est la liberté de choix qui est entravée pour ceux qui sont en face. Et en fait, ça arrive très souvent. En France, il y a qu'Altadis qui peut acheter du tabac. Les cigarettiers n'ont pas le choix, donc on peut penser aussi aux grandes surfaces, qui sont des clients tellement majeurs qu'elles peuvent un petit peu dicter leur prix. Donc Amazon peut être un monopsone, d'ailleurs, en tant que vendeur de services, il est tellement important que tu peux pas t'en passer, si tu veux vendre des trucs, vendre des bouquins, c'est vrai que c'est difficile de se passer d'Amazon ou Facebook, dans son domaine, Google aussi, peut-être dans son domaine pour la pub. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est quand même, si ces propositions passent, c'est vraiment pas encore fait, ça va prendre du temps, tout ça, mais bon, en tout cas, ça va changer pas mal de choses, ça révise les trucs presque de fond en comble, quoi. Sur ces sujets rachats, c'est quoi ton regard d'observatrice sur ces mouvements de régulation? On a longtemps parlé de besoins pour les plateformes et ces entreprises d'être mieux remises dans des régulations qui sont plus en conformité avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tout ça, ça va dans le bon sens et comment ça va se dérouler dans les années à venir? Je pense que c'est surtout à cause de ce qui s'est passé aux élections américaines et Facebook, Parler, enfin ça se dit Parler, je pense. Tout ce qui s'est passé et tout ce que à cause de ces plateformes, et les gens ils se sentent plus en sécurité et tout le monde accuse l'autre. Je pense que c'est bien pour régulariser ce qui se passe avec ces plateformes. Je pense, comme Guillaume a dit, elles occupent une très grande place dans notre vie et leur présence elle est très importante. Donc c'est pour cela elles doivent être régularisées ou bien régulées. Donc c'est surtout Facebook et les différentes publicités qui sont parfois exagérées, qui sont parfois injustes. Donc ces lois, je pense, ça va peut-être régler les choses ou pas, parce que on a entendu parler de tout ça pendant bien longtemps. Ils ont été convoqués pas mal de fois, mais rien n'a changé au fait. Surtout l'année dernière, rien n'a changé. Ils ont été convoqués pas mal de fois et on entend toujours antitrust, mais je ne sais pas pour cette fois-ci si ça va changer les choses, mais on verra. En tout cas, il faut savoir que les démocrates, ils ont bien été aidés par Facebook. Je pense pas que Facebook va être heureux de voir tout ça, mais la loi est la loi et tout ça va être voté. On va voir comment ça va se passer par la suite. Si ils vont être réglés comme par l'heure,
Je pense par l'heure, elle n'existe plus encore. Je suis pas au courant si ils ont pu récupérer ou pas, mais je pense pas. Mais c'est surtout à cause de ce qui s'est passé et la resurrection du 6 janvier pour éviter que ça se passe encore une fois. Ces lois sont nécessaires. Oui, tu as raison, hein, effectivement, ça fait, ils ont été auditionnés par le Congrès plein de fois, il s'est rien passé pour le moment. Bon, là, c'est vrai qu'on peut avoir éventuellement un espoir qu'il se passe quelque chose, étant donné que les démocrates ont maintenant une majorité, voilà, enfin, ils ont plus de pouvoir maintenant, il est possible, effectivement, que des lois passent. Mais c'est pas fait, attention, hein, ce sont des projets de loi pour l'instant. Ça sera très long. Et moi, la question que je me posais d'ailleurs en trame de fond, et on l'avait déjà abordé dans le cadre de l'élection de Joe Biden, c'est quelles évolutions il va y avoir pour la neutralité du net. Et en même temps, j'avais donc en tête le fait que la neutralité du net, grosso modo, était un principe qui va être un petit peu revu en profondeur avec l'administration Trump. Mais en fait, est-ce qu'on a identifié, et est-ce que c'est possible, je sais pas si tu as une idée, Guillaume, mais des conséquences de ces arbitrages en matière de neutralité du net? Est-ce que finalement, il y a moyen d'identifier des problèmes qui auraient pu être amenés par l'absence de neutralité du net régulée aux États-Unis? Oui, il y a pratiquement plus vraiment de neutralité du net aux États-Unis. Hein. Ça a été revu par Ajit Pai, il y a quelques années déjà. En tout cas, les problèmes, c'est toujours le même. C'est-à-dire que globalement, ils ont toujours autant de problèmes d'approvisionnement. Enfin, comment dire. Internet aux États-Unis, c'est très très inégalitaire, c'est très cher, et il y a encore plein de zones qui sont pas couvertes, et c'est pas la révision de la neutralité du net, parce que faut savoir que l'argument des prestataires, c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous nous imposez la neutralité du net, ça nous coûte trop cher, donc on peut pas donner l'internet à tout le monde, on peut pas faire des prix intéressants. Bon, on a foutu à la poubelle la neutralité du net, ça s'est pas rangé, quoi, globalement, ouais, mais alors ça. pas du tout. Donc bon, voilà, c'est les arguments, je crois qu'ils sont un petit peu tombés, quoi. Bon, il y a un autre élément aussi qu'on va suivre et qui va clore un petit peu ce chapitre autour un peu d'éléments politiques de la tech, notamment américaine, mais c'est la pression qui a été installée, c'est peu de le dire, par Donald Trump sur Huawei et un certain nombre d'entreprises chinoises. Et on avait en tête le fait que Biden pourrait lever ces interdictions, les assouplir. Qu'est-ce qu'il en est, Guillaume? C'est vrai que le PDG de Huawei, qui est Ren Zhengfei, il voudrait repartir je m'y risquerai de pas, zéro. Mais je te fais confiance. Oui, ça doit être ça. C'est vrai que le pauvre homme, il voudrait repartir de zéro avec les Américains, parce que dernièrement, c'est vrai que ça va pas très fort, hein, et il veut repartir, on oublie tout. Allez, on oublie tout, on repart sur de bonnes bases, hein, voilà. Et ben malheureusement, c'est pas parti pour, parce qu'il y a quand même Gina Raimondo, qui est secrétaire du commerce de Biden, enfin futur secrétaire du commerce de Biden, qui s'est exprimé sur Huawei et ses copains, et ça s'annonce pas des masses mieux en fait, hein, puisqu'elle ne voit, je cite, pas de raison que les entités placées sur cette liste ne le soient pas, en parlant de cette fameuse liste noire, hein, des boîtes empêchées de faire des affaires avec les Américains. Donc voilà, il y a Huawei, il y a aussi Xiaomi et ZTE. L'administration de Biden semble conserver une attitude assez ferme, hein, vis-à-vis de la Chine, même si cette fois c'est plutôt en citant le travail forcé et l'épuration ethnique des Ouïghours. Voilà, c'est plutôt ça qui est mis en avant, si tu veux, des arguments un peu humanitaires, plutôt que des accusations directes d'espionnage, pas forcément très étayées. C'est compliqué quand même de continuer à maintenir cette pression, d'autant que les raisons sont assez divergentes, j'ai l'impression, vis-à-vis de ce qui avait été installé par Donald Trump. Bon, un dernier mot peut-être, Acha, sur ce sujet. Est-ce que Je pense que aussi Huawei, il y a eu des rumeurs qui disent que Huawei est peut-être responsable de certains des Ouïghours, comment ils sont en train de se comporter avec eux. C'est pour ça, je sais pas, je vais pas dire si c'est vrai ou pas, mais si c'était le cas, ils le méritent, parce que ce qui se passe, c'est vraiment grave pour les Ouïghours et tout ça. Donc, pour dire que maintenir ce qui se passe pour eux aux États-Unis, ça leur donne une autre raison de bosser encore plus et être indépendants. Moi, je trouve que c'est bien et c'est pas bien en même temps. Ils pourront bosser et devenir indépendants, malgré que c'est très difficile, mais aussi leurs ventes, elles ont chuté, je pense, par rapport aux années précédentes à cause de ceci. Donc je sais pas si c'est bon pour eux, en fait. Ouais, disons que Huawei, effectivement, il a été accusé de fournir du matos pour surveiller les Ouïghours, etc. Enfin, c'est pas le seul, bien entendu, mais bon, donc c'est un argument qu'on peut entendre, quoi, oui. Ouais.
Restez avec nous dans quelques minutes. On va vous parler justement de l'indépendance que voudrait prendre Huawei avec son système d'exploitation mobile Harmony OS. Vous allez voir, ça pourrait vous surprendre. Justement, on enchaîne avec la rubrique suivante de Tech Café, un peu plus axée sur nos appareils, le matériel, avec... Allez, je sais que c'est ton petit coup de cœur, Guillaume, ton souhait le plus cher, c'est un smartphone pliable plutôt. Alors je me rappelle plus quelle est la bonne formule. Tu vas nous rappeler la différence entre les deux, qui est toujours subtile mais importante. Mais en tout cas, qui plie dans le bon sens du côté de Huawei. Oui, alors moi j'aimais bien le Mate X, effectivement. Bon, là ils ont annoncé le Mate X2, mais on n'en sait rien. En fait, on sait rien dessus. Alors on ne sait pas du tout si quelle tronche il aura. Enfin, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y aura comme amélioration. C'est un petit peu flou. Mais bon, c'est vrai que même si Huawei et Xiaomi n'ont pas le droit d'utiliser le Play Store toujours, et qui risquent de devoir s'en passer encore longtemps, ben ça les empêche pas de sortir un concept phone, par exemple dans le cas de Xiaomi, avec écran waterfall sur les 4 côtés. Donc un engin qui est très beau quand même, moi j'aime bien les écrans qui dégoulinent un petit peu tous les côtés, alors les 4 côtés, que pensez-vous? Donc je ne sais pas exactement si le Mate X2 sera un succès, mais je ne sais pas, est-ce que vous aimez vous les concept phones comme ça, avec des écrans incroyables qui débordent partout? Racha, qu'est-ce que tu penses de cette évolution des smartphones? Je sais pas, il y a un petit problème, j'ai vu avec le Samsung que quand on le pliait, il y avait un petit trait qui apparaissait. Je sais pas si, j'ai jamais essayé au fait, j'ai jamais vu en vrai, mais quand je voyais sur YouTube et sur Internet, quand on pliait le téléphone, il y avait un petit trait qui apparaissait. Donc je suis pas encore trop fan de ce modèle-là, peut-être parce que je l'ai pas encore essayé en vrai. Mais non. Moi, c'est sûr que tu as raison, il y a une pliure, je pense qu'effectivement tu aurais du mal, on aurait du mal à la rater. Oui, la pliure, elle est quand même assez marquée dans le cas du téléphone de Samsung. Dans le cas du Mate X2, il se plie de l'autre côté. Du coup, il y a pas vraiment de pliure, alors je sais pas. Après, l'autre problème, c'est le prix, malheureusement, genre là, ils ont pas donné le prix du X2, mais à mon avis, ça risque d'être un petit peu le même problème. En tout cas, il va apparaître le 22, je pense, le 22 février prochain. Ouais, l'annonce est prévue pour le 22 février. Alors c'est marrant, j'ai vu des personnes qui ont réagi à l'annonce en disant ils ont choisi de faire la pliure comme le Samsung Galaxy Fold parce que la manière dont est prise la photo, ça peut donner l'impression que soit le smartphone est en train de se plier vers l'intérieur ou si on regarde un petit peu de l'autre côté, un peu vers de l'extérieur comme le Mate X. Moi je pense que c'est comme le premier Mate X. On verra, mais l'expérience montre en tout cas que ces écrans qui débordent sur les bords, c'est toujours très joli. Je parle en plus spécifiquement sur le Xiaomi. C'est très joli en photo et en général, les tests montrent que c'est quand même assez compliqué à l'usage. Donc là, j'ose même pas imaginer. Ça doit être tactile de partout. Ça doit être très perturbant. Tu vas peut-être quand même t'attarder un petit peu, Guillaume, sur Harmony OS parce que on commence à en savoir un petit peu plus sur ce nouveau, entre guillemets, système d'exploitation mobile que prépare Huawei. Oui, Huawei, puis le Mate X2 peut-être aura le système d'exploitation Huawei, son système d'exploitation. Non, en fait, c'est une blague. Ça, on est sûr que c'est pas vrai parce que Huawei, il a pas de système d'exploitation, en fait, du tout. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, nous-mêmes d'ailleurs, parce que voilà, tout ce que Huawei nous a dit à tout le monde et continue de dire à tout le monde. C'est-à-dire que Harmony OS qui va être embarqué dans les téléphones de cette année, et que c'était un nouveau système maison parce que c'est archi faux en fait. Donc il existe un Harmony OS 1.0 qui donc elle existait plutôt, puisqu'à l'époque il était destiné aux objets connectés, il a l'air plus ou moins dans les limbes. Par contre, Harmony OS 2, qui lui est prêt pour être livré, il y a un malheureux journaliste d'Ars Technica qui a dû le tester. Ça a absolument rien à voir. Alors je dis malheureux parce qu'au-delà du fait qu'il a dû tester désespérément pendant des jours, ce qui est en fait un bête fork d'Android pour essayer d'en extraire la moindre parcelle d'originalité, il a aussi dû envoyer la moitié de ses papiers officiels en Chine pour avoir le SDK. C'est fou ça. Ce qui fait que les Chinois savent désormais tout de lui, y compris qu'il a écrit un article peu flatteur sur leur système. Oh. Je serais à sa place, j'aurais peur. Alors vous avez peut-être entendu les guillemets sur l'heure, parce que c'est pas une honte de faire un fork d'Android. Tout le monde le fait, Xiaomi le fait, Amazon le fait, Lineage OS en est un. Bon, alors pourquoi le cacher? Pourquoi mentir en disant que c'est un système maison alors que c'est Android 10 avec une version d'MIUI Donc pourquoi enfumer le monde avec une doc technique illisible qui devrait probablement faire l'objet d'un module complet dans une école de bullshit? C'est sans doute pour sauver la face. Alors en Chine probablement parce que ça fera pas illusion longtemps ailleurs, c'est clair. Donc peut-être qu'en termes de com, ça marchera un petit peu, mais en termes d'indépendance technologique, nada, que dalle. C'est Android, donc Huawei continue d'être dépendant de Google, quoi qu'il en dise. Même sur le plan juridique, je suis pas sûr que ça les protège de grand-chose. Presque, peut-être même au contraire, mais bon.
On va parler un petit peu des appareils de la marque à la pomme. Alors là, on t'attend au tournant, un rachat, pour que tu nous donnes ton regard éclairé, toute experte de tech health que tu es. Guillaume, on a des évolutions identifiées pour l'Apple Watch qui sont très prometteuses en matière de santé. C'est une nouvelle fonction pour l'Apple Watch, c'est le monitoring des symptômes de la maladie de Parkinson. Donc il y a un gyroscope, un accéléromètre sur la montre, et en les utilisant, les tremblements involontaires peuvent être détectés et mesurés 24 heures sur 24. Alors, ça peut être un énorme progrès, vis-à-vis d'une visite tous les 36 du mois, tu vois, au spécialiste, ou plus simplement, ça pourrait détecter des signes en avance. Bon, la fiabilité du tout reste à confirmer, et surtout indépendamment, parce que c'est quand même une étude interne à Apple pour le moment, mais c'est vrai que je trouve ça assez prometteur. C'est un peu tout le problème des études d'Apple, qui a tendance à mener les choses un petit peu de son côté et qui sont difficilement reproductibles, non? Enfin, je te laisse la parole, Racha, sur cette proposition-là. Au fait, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est très complexe. Comme vous le savez tous, maladie de Parkinson, c'est la dégénération des neurones qui sécrètent la dopamine. Donc, ces malades, ils n'ont plus de dopamine dans leur sang, donc ce qui est un problème. Et le truc, c'est qu'avec Parkinson, chaque malade, il est indépendant de l'autre. Donc, pour faire des modèles à partir de plusieurs, c'est un petit peu complexe. Et déjà, c'est ce que se posent plusieurs spécialistes de la maladie. Par contre, ça reste une petite graine d'espoir, et bien sûr, le bon côté des choses, c'est que les malades, quand ils vont chez les médecins, ils n'ont pas à se rappeler tout. Donc tout est enregistré au niveau de leur application, et tout est et le docteur est au courant de tout ceci. Il peut bien sûr poser un diagnostic qui serait adéquat à ce malade-là. Par contre, l'Apple Watch, j'ai eu une Apple Watch en septembre dernier, et j'ai pu aussi tester pas mal de fonctionnalités. Le truc nouveau avec l'Apple Watch, si vous êtes au courant, c'est que maintenant, elle est capable, il y a une étude qui dit qu'elle est capable de détecter le Covid-19 avant l'apparition des premiers symptômes. Comment ça marche? C'est par le fait que l'Apple Watch, elle permet de détecter la fréquence cardiaque. Elle donne aussi une variabilité de la fréquence cardiaque en fonction du temps. Et cette variabilité, c'est aussi, elle peut démontrer le fonctionnement du système immunitaire. Donc, vous savez que le virus, le Covid-19, c'est un virus qui est très inflammatoire, et quand il provoque une inflammation, ça va causer des petits changements de fréquence cardiaque. Et l'Apple Watch, et pas que l'Apple Watch, même les autres montres comme la Fitbit, ces montres-là, elles pourront démontrer un petit changement de fréquence cardiaque, et aussi elle va peut-être informer qu'on peut être contaminé par le Covid-19  9 jours et demi à l'avance. Ce qui est bien, ça a été testé à New York avec 300, je pense, soignants, et ils ont pu détecter ceci 9 jours à l'avance. Je trouve que c'est très impressionnant, et j'aime bien le fait d'utiliser mon Apple Watch. Elle me donne beaucoup d'informations, ça m'aide beaucoup pour mon sport et aussi pour mon sommeil. J'ai bien testé certaines applications pour le sommeil. Bien sûr que j'essaye de démontrer et expliquer aux gens comment ça pourra leur aider aussi. Voilà. Alors écoute, tu es une personne de goût puisque tu portes une Apple Watch de toute façon, mais tu es surtout quelqu'un qui a pu nous éclairer un peu sur cette approche, parce que on l'avait relayé effectivement, cette capacité de l'Apple Watch qui avait été identifiée pour détecter le Covid-19, mais j'avais du mal moi à identifier à ce stade comment c'était vraiment possible. C'est pas mal de voir ces éclairages. De toute façon, il est certain que la prochaine pandémie, il y aura une armada de sociétés qui auront préparé des dispositifs pour anticiper la détection, maintenant qu'on a vu ce que ça pouvait faire à l'échelle mondiale. On reste du côté de chez Apple, parce qu'il y a, là c'est ton nouveau coup de cœur du futur de chez Apple, Guillaume, c'est bien évidemment le casque de réalité virtuelle. On est tous d'accord pour dire qu'il va révolutionner la réalité virtuelle, Guillaume, ce casque. Écoute, peut-être bien. C'est possible. Tu sens mon enthousiasme dans lequel j'essaie de t'embarquer, c'est possible, et on t'aimant. Écoute, il y a un nouvel article sur les futures, peut-être, lunettes VR donc d'Apple. Il n'y a pas énormément d'infos supplémentaires par rapport à ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, en vrai. On ne sait toujours pas si c'est un produit conso ou dev, on ne sait pas exactement quand ça sortira. Bon, voilà, il aurait plein de caméras, il aurait un lidar pour le suivi des mains, et potentiellement même du corps entier. Il aurait une précision avec les pincettes d'usage, il y aurait une précision, donc, tu prends avec des pincettes, sur le prix qui serait de $3000, ce qui m'étonne pas trop. Et une précision sur la résolution des écrans qui serait de 8K par œil, et ça, par contre, ça m'étonne beaucoup, parce que 8K, à une vache près, c'est quand même 8000 par 4000. Un peu moins, c'est beaucoup. Déjà, sur les écrans 4K, 8K actuels qui font entre 1 et 2 mètres de diagonale, mais surtout, c'est vraiment beaucoup pour des écrans qui ont la taille de 2 timbres-poste, quoi. Et le casque intégrerait d'ailleurs un rendu fovéal, pour réduire la charge sur le GPU.
Donc ça veut dire aussi suivi du regard d'ailleurs. Mais 8K par œil, ça veut dire un écran minuscule avec une résolution énorme, donc ça veut dire un nombre de dpi qui est quand même vraiment affolant. Donc si tu prends l'Oculus Rift, pour donner une idée, l'Oculus Rift a 2 OLED de 9 cm qui font 1080 par 1200, donc en gros 1K. Et donc on aurait dans les donc 1080 sur 9 divisé par à peu près 2,5, ça fait dans les 300 dpi quoi. Donc si je comprends bien, chaque œil de ce futur éventuel casque VR sera en 8K et donc aurait 8 fois la densité, en tout cas en horizontal, donc ça serait dans les 2400 dpi. C'est énorme. Genre Japan Display, à laquelle d'ailleurs Apple a recours, vient à peine de commencer à fabriquer des écrans 1058 dpi en LTPS et ils sont encore tout petits. Je sais pas s'il est aujourd'hui possible de produire un écran à 2400 dpi techniquement. C'est voilà, les démos Samsung à base de métamatériaux dont peut-être j'ai parlé, je sais plus d'ailleurs. Il y a quelques épisodes, c'est encore quand même très loin de produit fini quoi. Donc je sais pas. Alors on me citera sans doute le Pimax 8K qui combine, mais le Pimax 8K il combine 2 écrans 4K pour faire du 8K pour les 2 yeux. Et donc en plus le casque est énorme, il est pas très design d'ailleurs aussi. Bon, en gros ça revient à se coller 2 smartphones 4K sur la tronche, donc je vois mal Apple le faire pareil. Après, ça va dépendre évidemment de quand ça sort. Si ça sort dans 5 ans, peut-être que les choses seront différentes. Ouais. Je pourrais être surpris par de nouvelles techno. D'ailleurs, je parlais de métamatériaux. Il y a MetaLens qui va commencer à commercialiser des lentilles plates, donc les lentilles à métamatériaux. Une révolution en marche pour les appareils photo, mais aussi les casques VR potentiellement. Potentiellement tout ce qui a une lentille d'ailleurs. Alors bon, voilà, je suis étonné. Je suis même un peu sceptique sur la résolution qui me paraît vraiment incroyable. En tout cas, pour les années qui viennent, quoi. Mais bon, je pourrais être surpris, et c'est tant mieux, d'autant qu'il est confirmé que Dan Riccio, qui va se focaliser sur la ARVR, donc la réalité augmentée virtuelle, et Riccio, c'est quand même un vétéran d'Apple, il est responsable de la division, il était responsable donc de la division hardware, où il a dirigé des petits trucs comme la transition vers le M1, l'iPhone 12, les iPads, les AirPods, bon. Ça confirme quand même que l'importance que prend désormais la réalité augmentée, et bon, peut-être la réalité virtuelle pour Apple. Donc ouais, on peut espérer, effectivement, s'il est vraiment comme ça, ouais, je serais effectivement très impressionné. Bon, Racha, on va se donner rendez-vous alors pour un épisode anniversaire dans 5 ans quand ce sera sorti pour se dire qu'est-ce qui se sera passé entre-temps. Comment tu penses que d'ici là la réalité virtuelle et la réalité augmentée se sera développée? Est-ce que tu penses qu'Apple pourrait être un acteur de poids? Bien sûr, je pense que Apple elle peut tout faire. Ils ont les capacités de tout développer et de bien développer aussi, mais malheureusement à des prix exorbitants. Bon, je pense que il y a une rumeur qui dit, comme Guillaume a dit, que ça sera à $3,000 le casque. Je pense que c'est un petit peu trop, mais je trouve que la réalité virtuelle et augmented reality, c'est le futur. Et bien sûr, avec ce qui se passe maintenant avec la pandémie, et bien sûr, on peut plus partir au cinéma. Donc ça sera le futur. Et je pense que tout le monde se focalise sur ceci. Et même dans l'épisode que vous avez posté la dernière fois sur les rumeurs, ou bien ce que vous pensez qui va se passer, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer cette année, plus que l'année passée. Bah écoute, on verra ça, on suivra ça évidemment tous ensemble de très très près. Moi je mise quand même sur un prix pareil pour un dispositif qui sortirait pas dans 5 ans, mais un peu plus tôt, mais qui serait plutôt destiné aux développeurs pour qu'ils aient des environnements qui leur permettent de produire du contenu pour l'année qui suivrait ou les 2 ans qui suivraient, parce que évidemment Apple sait depuis l'iPhone à quel point le parc d'applications est essentiel, et puis là ça me paraît compliqué de se reposer sur un parc applicatif existant. Il va falloir créer les choses. D'ailleurs, c'est une remarque qui est faite souvent pour l'Oculus Quest, qui est un dispositif plutôt cool, mais on tourne un peu en rond sur les jeux. On en reparlera peut-être à d'autres occasions. On va terminer cette rubrique autour des dispositifs matériels, des moonshots et puis des petits ratages, avec une section Tesla, parce que Guillaume, il y a de l'activité du côté de chez Tesla, mais alors vis-à-vis des Bitcoin. Oui, d'ailleurs, si ça te démange d'acheter une Tesla, déjà, c'est que, voilà, si ça vous démange d'acheter une Tesla, c'est que vous avez les moyens, donc félicitations. Si seulement ça pouvait me démanger. C'est ça. Donc voilà, vous avez les moyens, félicitations, et pensez au Patreon. Mais attention, il vaut mieux ne pas l'acheter n'importe quand, parce que si vous le faites pendant une réorganisation de la production, vous vous exposez à des problèmes,
Bon, la peinture mal séchée, voilà, par exemple, et c'est pas le pire. Donc voilà, pendant une interview, Musk a admis que certains modèles pouvaient être finis à la bière, parce que bon, vous comprenez, on refait complètement l'usine, on peut pas être partout, donc sachez-le, il vaut mieux attendre que tout ronronne bien pour pouvoir acheter une voiture finie, enfin bien finie. Mais le côté positif, c'est si vous avez plein de Bitcoin, c'est que Tesla en a acheté pour 1,5 milliard de dollars et que vous pourrez dans un futur proche acheter une voiture avec. Et bien sûr, cette annonce a fait crever les plafonds du Bitcoin qui est aujourd'hui à 38 276 euros ou dollars, je sais plus d'ailleurs. Un niveau jamais atteint, en tout cas un véritable record. Donc voilà, comme d'habitude, hein, Tesla fait grimper tout ce qui touche. C'est incroyable, ce mec est un véritable roi Midas moderne. C'est quoi ce mouvement vis-à-vis des crypto-monnaies pour Tesla? Je n'ai absolument rien compris. Aidez-moi à comprendre. Pourquoi est-ce que Tesla a acheté des bitcoins comme ça? Je comprends pas. Parce que c'est moderne et cool. C'est donc l'explication. Non, je pense que ce qu'il a fait Elon Musk, il a parlé de Doge, il a fait l'intéressant, il a parlé que c'est très intéressant. Après le Doge, il a grimpé, le Bitcoin il a descendu, il a acheté une grande somme de Bitcoin et maintenant il va permettre aux gens d'acheter avec des Bitcoins. Ah, je sais pas. Elon Musk, il est en train de jouer, je sais pas, il lance des tweets juste comme ça et les gens ils suivent, ils s'en foutent, tout se mélange. C'est impressionnant. Elon Musk, il est très impressionnant. Bah, il est en train quand même de faire des... Ouais, Vas-y, Guillaume. Bah, officiellement, il a écrit que c'est pour diversifier ses assets, quoi. C'est pour diversifier ses investissements et ses portefeuilles. Mais bon, c'est vrai qu'il a quand même 1,5 milliard, ça fait quand même beaucoup, effectivement. Donc, je reconnais. C'est quand même déroutant, mais pourquoi pas. Et puis alors, c'est tout aussi déroutant de voir l'obstination dont il peut faire preuve, Elon Musk, dans SpaceX. Alors, il y a eu un nouveau crash de lanceur d'un test, dans le cadre d'un test, et un regard un peu naïf pourrait se dire oh, il en fait des ratages là ces derniers temps. Il faut peut-être décoder ça avec une lecture un petit peu différente, Guillaume. Oui, bah SpaceX, c'est vrai qu'il a en ce moment, il est un petit peu sous le fouet des critiques quand même, puisque Starlink, qui a désormais donc 10 000 utilisateurs, bah, ça fait aussi un bon paquet d'ennemis, parce que j'avais dit j'avais parlé, je crois, il a reçu presque 900 millions de subventions pour équiper les zones rurales, et c'est pas du goût des opérateurs petits et grands, beaucoup plus standards, hein, beaucoup plus terre à terre, pour qui le service est au mieux en bêta, ou pire, que c'est une expérience aérospatiale, hein, et de fait, bah, les 10 000 abonnés Starlink, c'est vrai qu'ils font quand même pas le figure face aux millions de ses concurrents, qui utilisent des technologies éprouvées et fiables, et évidemment, hein, c'est éprouvé et fiable, c'est clair que face à des constellations de satellites qui se parlent par laser, oui, voilà, les câbles, c'est quand même plus éprouvé. Bon, SpaceX se défend en disant qu'il assure 100 mégabits par seconde en download, 20 en upload et 31 millisecondes de latence, mais voilà, il y a quand même un lobby qui s'est créé. Il y a un groupe de défense de consommateurs aussi qui commence à mettre son nez là-dedans, et le la nouvelle présidente de la FCC vient de changer, donc, effectivement, est-ce qu'un changement de direction est envisageable? On sait pas, c'est pas impossible. Bon, ce serait un autre coup dur pour SpaceX, qui effectivement, la semaine dernière, a encore crashé un prototype de Starship, hein, le SN9. Donc il a décollé, il s'est élevé dans les cieux, comme prévu en fait, hein, jusqu'à une dizaine de kilomètres d'altitude, mais à la redescente, il y a un des moteurs qui a lâché, et le tout a fini en joli spectacle pyrotechnique. Hein, donc, alors, ils ont quand même récolté beaucoup de données, et le SN10, hein, son successeur, est presque prêt pour un autre test. En fait, comme on l'a sans doute déjà dit, hein, les échecs font complètement partie de la vie et du processus itératif de SpaceX. Il a choisi ce processus-là, c'est-à-dire voilà, on itère sur des trucs, et donc ils pondent des protos à la chaîne. Donc la NASA, elle peut mettre une décennie quand même à concevoir une fusée, hein, ça coûte des milliards, parfois des dizaines de milliards. Et la NASA, c'est un organisme gouvernemental qui doit prendre son temps, donc il valide, il revalide, il survalide tous les morceaux, hein, de manière à ce que les explosions et le bad buzz qui l'accompagnent soient le moins nombreux possible. Mais pour Starship, c'est différent. SpaceX donc a construit une usine au Texas, donc il crache un lanceur par mois. Et c'est un lanceur qui est là pour être testé, le cas échéant, pour exploser, quoi. Starship, c'est quand même un projet qui est super ambitieux. Il faut quand même voir que c'est un vaisseau spatial réutilisable, hein, qui est destiné à devenir le lanceur unique de SpaceX, en fait. Hein. Et ce serait une vraie révolution, parce que c'est un lanceur lourd qui pourrait envoyer donc 100 tonnes de charge utile en orbite basse ou 26 tonnes en géostationnaire. C'est bien 5 fois la capacité de Falcon 9, et c'est plus de 2 fois la capacité d'Ariane 5 en géostationnaire, le tout en étant réutilisable. Donc il faut imaginer une fusée Ariane réutilisable. Donc ouais, c'est quand même un énorme défi, et donc oui, c'est compliqué, donc oui, il y a encore des gros booms, et il y aura encore
a probablement plein de gros booms avant qu'ils y arrivent, mais ils finiront par y arriver, j'ai l'impression. Faut aller lire l'article d'Ars Technica sur ce sujet qui est assez intéressant. Je crois que c'est dans cet article qu'il y a le journaliste qui faisait part d'une réunion à laquelle il avait été invité par Elon Musk pour assister, pour voir la manière dont il travaille. Captivant. Un dernier mot sur SpaceX, Racha, pardon, ou est-ce qu'on a fait le tour? Comme Guillaume a dit, je pense qu'ils vont réussir par la suite. C'est un défi, oui, je sais, mais l'échec fait partie du défi. Et par la suite, je pense qu'ils vont réussir. Moi, j'ai cette impression-là. Je sais pas pourquoi, comme Guillaume a dit, je trouve qu'ils vont vraiment réussir. Bah, c'est ce qui est terrible, c'est quand on voit ces tentatives se solder individuellement par des échecs. Il y a deux façons de le voir. Il y a une manière de voir ça effectivement comme un échec, mais aussi comme une étape de plus qui les rapproche vers le succès et vers leur objectif. Et on sait évidemment qu'ils vont pas lâcher l'affaire. Bon, on avait parlé la semaine dernière de la Tesla qui pourrait faire tourner Cyberpunk. Ça, c'est quand même du grand rêve. On va continuer à parler, alors non plus de Tesla, mais de Cyberpunk, puisqu'on passe dans notre rubrique jeux vidéo. C'est souvent que je dis rubrique en ce moment dans tes cafés. Non, je sais pas si rubrique jeux vidéo. Juste avant de la commencer, c'est le moment où tu nous dis, Racha, si tu te situes dans la case des gameuses ou des personnes qui s'intéressent de plus loin aux jeux vidéo. Pour être honnête, pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer, mais j'observe ma sœur qui est une gameuse. Avec son PC, elle joue, elle stream sur Discord et tout. Génial. Donc, par contre, moi, pas du tout. Bon, eh ben écoute, tu lui laisseras le temps de vidéo-divertissement qu'elle a emprunté, ta sœur. En attendant, on a du nouveau, Guillaume, sur Cyberpunk 2077. Ouais, bah, y a pas grand chose, mais c'est une période vraiment difficile quand même pour CD Projekt Red. C'est compliqué. Hein. Après, on ne sait combien de rebondissements avec Cyberpunk, donc le dernier duquel impliquant une vulnérabilité, heureusement patchée depuis avec les mods, voilà, donc bon, ça va, mais bon, c'est des Project Red, du coup maintenant c'est fait hacker violemment. Alors ça a pas l'air d'être un joueur PS4 mécontent, cela dit, c'est du travail qui a l'air assez professionnel, mais ils se sont quand même fait voler du code source, il y a des documents internes et RH qui ont fuité, qui ont été volés, on ne sait pas où ils sont. Il y a un bon ransomware qui a été introduit pour faire bonne mesure sur plusieurs postes, donc voilà, là ils ont tout bloqué, tout sécurisé, ils sont en train de restaurer les backups. Mais bon, c'est vraiment une grosse mauvaise passe. Bon, limite là, on a vraiment pitié quoi. Ça fait de la peine, surtout sur les données RH qui ont fuité. Moi, je me suis dit, c'est peut-être, alors bon, il y a ça et le code source quand même des jeux en question, mais les documents RH, quand on sait le contexte des ressources humaines justement qui sont liées au développement des jeux, on parle régulièrement des crunchs, dans le cadre des développements de jeux vidéo, on en a parlé dans Tech Café. À mon avis, il y a moyen de les mettre vraiment sous pression, CD Projekt Red, et ça doit être dur pour eux. On espère qu'ils vont pas lâcher prise avec tout ça. Des infos aussi toujours en matière de jeux vidéo, parce qu'on parlait là aussi dans le dernier épisode de ce qui s'est passé autour de GameStop. Donc vraiment, si vous avez pas écouté le dernier épisode, c'est vraiment un épisode à écouter, puisqu'entre Clubhouse qui est le buzz du moment et l'affaire autour de GameStop et de la manipulation des cours boursiers, c'était vraiment l'épisode de référence à écouter ces derniers temps. On a de l'actualisation là-dessus, Guillaume. Oui, voilà, j'ai super triché parce qu'en fait, évidemment, l'affaire GameStop n'a rien à voir avec le jeu vidéo et avec GameStop lui-même, c'est ça qui est terrible. Mais bon, voilà, donc pour faire quand même un petit follow-up sur effectivement cette fameuse grosse affaire GameStop, la fête est finie, puisque l'action est à $60. Bon, c'est probablement encore assez haut en vérité, mais c'est quand même 6 fois moins qu'il y a 2 semaines. Oui. Et en fait, certains en ont bien profité, mais pas ce qu'on pense. Il y a Michael Burry, et oui, Michael Burry, le mec du film The Big Short, le vrai, dont j'ai parlé la dernière fois, qui était riche, donc à un moment, il était riche de 270 millions de dollars en actions GameStop. Je doute pas qu'il les ait vendus au bon moment, bien conscient quand même de la volatilité du truc. Et d'ailleurs, Robert Shapiro, ex-secrétaire du commerce et spécialiste en économie sous le gouvernement Obama, estime que le phénomène GameStop pourrait avoir carrément été principalement, si ce n'est entièrement, orchestré par les hedge funds. Donc les données publiques quand même font état de 682 millions d'actions échangées pendant la grosse semaine de fièvre pour un prix moyen de $218. Ça fait donc un volume de 150 milliards de dollars. C'est un volume qui est bien au-dessus de ce que les petits porteurs peuvent se permettre, fussent-ils nombreux et très très motivés. D'après lui, seuls des fonds d'investissement en fait peuvent se permettre ça, et seuls les fonds d'investissement peu régulés et peu scrupuleux auraient pu manipuler le marché à ce point, et ce via des tactiques illégales, par exemple comme il cite le naked short, donc le short à nu. Donc apparemment, 20 millions de shorts sur GameStop n'ont pas suivi la procédure complète. Donc alors vous vous souvenez de ce fameux
cette procédure, donc cette méthode du shorting, c'est-à-dire vendre une action qu'on a empruntée pour la racheter plus bas, plus tard, avant de la rendre à son propriétaire. Le naked shorting, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas l'action du tout. Et alors, ça peut arriver, si les procédures d'emprunt se complètent pas dans les temps, par exemple, ça peut être arrivé de manière involontaire, quoi, ça peut arriver. Mais si c'est volontaire, que ça exploite des failles, des retards comptables ou tout ça, c'est illégal. Bref, il est possible que l'épisode GameStop, en fait, soit un énorme jeu de yo-yo entre hedge funds pour... Voilà, bon, autant pour la rhétorique de Robin Hood. Hein. D'ailleurs, Robin Hood qui est accusé d'avoir provoqué le suicide d'un jeune investisseur, comme ils disent, puisqu'ils disent on est tous investisseurs. Donc voilà, le suicide d'un jeune de 20 ans qui a été notifié par erreur qu'il avait 730 000 $ de dette. Donc c'est un procès de plus pour l'appli, qui est déjà accusé d'avoir unilatéralement donc gelé les comptes de milliers de réditeurs, leur faisant potentiellement perdre d'ailleurs collectivement des millions de dollars. Donc quoi qu'il en soit, moi je suis quand même très curieux de voir comment ça sera traité au cinéma, puisque... je suis sûr que ces adaptations arriveront. Dans le film, bah oui. Il y a une apparition encore une fois de Michael Burry qui va dire les choses vraies, il va estimer qu'il a tout le temps raison et encore gagner en fin de compte. Mais oui, Christian Bale va de retour, The Big Short 2. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait une suite. Quand même, oui, je pense que c'est un bon scénario pour un nouveau film, parce que c'est un petit peu particulier ce qui s'est passé. Je sais pas contre qui il y aura des poursuites judiciaires, mais... c'est vraiment bizarre ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a tort dans cette histoire-là. Mais il va falloir, non mais c'est vrai, il va falloir reconstruire vraiment le truc. Là. D'ailleurs, c'est ce que dit Shapiro là. Il dit il faut vraiment faire une enquête parce que c'est au-delà de la possibilité que ils aient réussi à manipuler. Ils aient réussi à influer sur le marché sur Reddit. Il y a peut-être vraiment des trucs complètement illégaux parce que ce qu'ont fait les Redditeurs en fait, ce serait légal, tu vois, arriver à faire augmenter le cours de GameStop comme ça de manière sociale, ce serait légal. Par social engineering, en fait, ce serait légal. Par contre, il est aussi possible qu'il y ait vraiment des trucs illégaux qui soient passés. Et entre hedge funds, qu'ils aient vraiment eu des voilà. Et donc, il faudrait que la SEC mette son nez là-dedans et sache vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et sur qui taper. En tout cas, ce qui est hyper intéressant aussi en conclusion de ce sujet, c'est que il y aura forcément d'autres actions à la GameStop à l'avenir. D'ailleurs, on parle de GameStop, mais il y avait d'autres actions qui étaient concernées dans ce mouvement. Mais moi, ce que j'ai trouvé fort en termes d'enseignement, c'est que ça a fait un peu jurisprudence cette histoire en matière de délai. C'est-à-dire que là, ça a duré en gros 7 jours, quoi. Pendant une semaine, l'action a été survalorisée. Elle a encore un petit peu trop valorisé, mais dans des proportions plus raisonnables. Ça veut dire à l'avenir que s'il y a d'autres manipulations de cours de ce style-là, on peut s'attendre à ce que la fenêtre de tir soit de moins d'une semaine, parce qu'évidemment ceux qui tiendront des positions les tiendront que quelques jours en ayant en tête probablement ces éléments de entre guillemets jurisprudence, quoi. Bon, c'est un sujet qui n'aura pas fini de nous faire parler. Et puis un dernier élément dans cette rubrique jeux vidéo, Guillaume, pour nous donner un avant-goût d'une prochaine chronique des composants. Non, pas vraiment, mais c'est juste qu'il y a... Bon, alors déjà, il y a un ingénieur de chez Oracle qui s'appelle Michael Driscoll qui s'est amusé à estimer le nombre de PlayStation 5 ou de Xbox Series X achetés puis revendus par les scalpers. Bon, d'après lui, le pourcentage se situera entre 10 et 15%. Donc c'est quand même beaucoup, ça fait plus de 200 000 machines. Mais ça change pas l'état du marché, en fait, qui est en pénurie et qui va le rester. Parce que d'ailleurs, c'est officiel, Sony a annoncé que le rythme de production des machines allait rester ce qu'il est, au mieux. Et la pénurie frappe tous les secteurs, donc les fabricants, donc principalement TSMC et Samsung, doivent faire des choix, donc les plus gros marchés gagnent en général. Les plus petits, comme les consoles de jeux ou les voitures, doivent faire avec. Ou sans, d'ailleurs, c'est plutôt sans. Et parce que oui, en fait, c'est des relativement petits marchés. Par exemple, l'automobile, c'est 10% du marché des semi-conducteurs, donc c'est un petit marché qui évidemment qui subit de grosses conséquences, puisque des chaînes entières de production sont actuellement à l'arrêt. Il y a des milliers d'employés au chômage technique, chez Audi par exemple. Et voilà, donc pour ce qui est de nos loisirs vidéo, les consoles en vente libre, elles vont rester aussi rares qu'un Harfang des Neiges à Central Park, potentiellement jusqu'à la fin de l'année. Un dernier... Non, on a fait le tour de la rubrique jeux vidéo. On a quelques minutes dont on va profiter pour relayer quelques actus en vrac, notamment. Alors là aussi, c'est un sujet pour lequel tu es un peu l'aficionado, Guillaume, et ce sera l'occasion, Racha, que tu puisses nous donner aussi ton point de vue, notamment là aussi sur la consommation de ce type de produits en Algérie. C'est les McPlants, donc c'est les burgers à base de protéines non animales, Guillaume. Ouais, oui, mais moi je suis assez amusé et intéressé par le domaine de la viande artificielle parce que c'est un truc qui arrive et qui se généralise et qui se démocratise et ça se voit là en l'occurrence chez McDonald's. Donc McDonald's qui va donc diffuser un nouveau
burger, c'est un burger qui a l'air vraiment d'un burger normal, sauf que dedans il y a un truc qui est donc d'origine complètement végétale. Et il va tester ça, donc ce McPlant, il va être testé donc en Scandinavie, c'est-à-dire au Danemark et en Suède précisément. Bon, ils vont tâter un petit peu la température là-bas, et puis si ça marche bien, probablement qu'on en verra un petit peu partout. C'est sûr que clairement, si donc c'est Beyond Meat qui fournit la viande, c'est sûr que voilà, si tu commences à en avoir, alors tu en as déjà au Burger King des burgers aux plantes, tu commences à en avoir dans les McDonald's un petit peu partout, c'est vrai que c'est le signe d'une démocratisation prochaine, et je sais pas trop où ça va aller. Alors c'est sûr que c'est intéressant d'avoir ton avis, Raja, aussi sur le concept même de viande artificielle, parce que c'est quand même assez rigolo cette histoire. Alors il y en a plusieurs types en plus, mais je sais pas, est-ce que de point de vue santé, qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis pas au courant exactement des effets à long terme. Oui, des effets à long terme des protéines, de telles protéines. Ils disent que c'est à base de pois chiches et de protéines de riz. Normalement, le riz, c'est pas quelque chose de mauvais. Même les pois chiches, je pense pas que c'est mauvais. Mais sauf la manière dont ils ont fabriqué cette viande-là, qu'est-ce qu'il y a de plus à l'intérieur, s'il y a des trucs artificiels à l'intérieur, c'est ce qui fait peur, en fait. Moi, personnellement, pour le moment, je vais pas en prendre, mais je suis curieuse de connaître qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur pour pouvoir donner un jugement. Mais c'est bien le fait d'avoir plusieurs alternatives, comme ça on donne le choix aux personnes. Les gens qui sont véganes, ils vont trouver leur bonheur, et les autres qui veulent continuer à manger du burger normal, ils vont continuer à faire ceci. Mais avoir une diversité, c'est bien aussi. C'est aussi bien, et ça donne le choix à tout le monde. Mais côté santé et tout, je sais que les protéines de riz, ils sont pas mauvais, et je sais que les pois chiches, ils sont pas mauvais. Donc, à savoir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur, c'est ce qui m'occupe, moi. Et puis la consommation systématique de ce genre de produits dans des volontés de remplacement de la viande, on ne sait pas ce que ça donne. Mais je suis à peu près persuadé qu'il y a beaucoup de monde qui bosse sur le sujet. Allez, un dernier élément en vrac, Guillaume, un petit coup de cœur, un appareil qui a un nom, ma foi, très mignon. C'est le Poly, et c'est pas le Poly Pocket parce qu'il est pas tout petit, il est plutôt gros même. Qu'est-ce que c'est le Poly, Guillaume? Poly, c'est une marque en fait qui a été lancée par Plantronics, et bon, c'est vrai qu'on avait parlé de ce portable avec donc une lampe, tu sais, tout autour de l'écran comme ça pour bien t'éclairer, voilà, avec des webcams un petit peu plus chiadées, il y en avait plusieurs même pour streamer en fait, tout simplement, c'était pour les streamers. Et c'est vrai que j'avais un petit peu perplexe, je me suis dit, bon, les streamers ont peut-être mieux que ça quand même, est-ce que c'est... Mais en réalité, c'est vrai que donc il y a un auditeur qui nous avait dit que finalement ça pouvait être utile à plein de gens, et qu'il y a plein de gens qui pouvaient être intéressés, et c'est vrai, autant pour moi, puisque Poly lance, il lance en fait toute une gamme de produits autour de la visio, comme ça, pour faciliter la visio, bon, le télétravail oblige aussi, mais il lance un truc qui s'appelle le Poly P21, qui est un écran sur lequel il y a une webcam intégrée, donc un écran... c'est pas un ordinateur portable, là, c'est un écran pour PC donc de bureau. Enfin, tu branches où tu veux, mais bon, bref, c'est un écran pour le bureau. Et il y a deux lampes de part et d'autre, effectivement, à gauche et à droite, pour t'éclairer, voilà, comme il faut pendant tes trucs. Donc, écoute, autant pour moi, ce genre d'écran avec lampe intégrée comme ça, qui sont vraiment dédiés à la visioconférence, apparemment, c'est un truc qui a l'air qui pourrait prendre son essor. Donc, écoute, voilà, c'est peut-être une ligne de produits qu'on verra beaucoup plus souvent désormais. Je suis sûr que c'est la sœur de Racha qui va streamer ses jeux vidéo, qui va s'équiper de ça, forcément. Et allez, un dernier relais en vrac, parce que je trouve que c'est quand même, ça prête à sourire, c'est toujours rigolo de le relayer. Il y a plus Flash, Guillaume, tout le monde était peut-être pas forcément au courant. Oui, alors le Flash a le SARS. Alors, quand tu dis que le SARS... Déjà, quand tu parles du SARS, tu te dis, oulala, mais qu'est-ce qui va nous parler encore du coronavirus, quand il y en a marre. Et ben là, non, parce que le SARS, en fait, c'est les impôts sud-africains. Donc, c'est South African Revenue, je sais plus quoi. Enfin, moi, c'est... Les impôts, service, un truc comme ça. Donc en fait, c'est les impôts sud-africains. Figure-toi qu'ils utilisaient Flash beaucoup. En réalité, ils utilisaient Flash dans leurs produits et que ça les embête beaucoup que Flash soit mort. Alors c'est toujours quand quelqu'un débranche un truc, on se rend compte à quel point c'était utilisé et qui l'utilisait. À quel point, c'était utilisé. C'est assez incroyable. Et alors bon, tu te dis, ok, les mecs, voilà, vous utilisiez Flash, bon, RIP Flash, je sais pas, convertissez-le dans un truc moderne, tu vois, parce que c'est pas non plus comme si c'était compliqué, en fait, il y a des convertisseurs pour le Flash, pour les transformer en des trucs modernes. Sauf que, non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont hacké, ils ont fabriqué leur propre navigateur,
avec une version de Flash intégrée. Voilà. Et ils l'ont distribué dans leur service. Ce qui est probablement une très très mauvaise idée, hein, d'un point de vue de gestion IT, c'est vraiment une très mauvaise idée. Je pense que c'est la pire des idées. Alors clairement, leur système va continuer de fonctionner pendant encore longtemps. On ne sait pas encore combien de temps. Mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant de voir à quel point il y a des gens qui s'accrochent comme ça à Flash. Il y avait eu une autre anecdote en Chine où ça concernait par contre une compagnie ferroviaire, il me semble. Par contre, c'était pas complètement confirmé. On savait pas. Enfin bon, il y a eu des trucs un petit peu contradictoires. Donc finalement, je voulais en parler, je n'ai pas parlé. Là, apparemment, c'est avéré. Hein, les Sud-Africains tiennent à Flash. Enfin, en tout cas, les impôts sud-africains tiennent beaucoup à Flash. Voilà, suffisamment pour faire leur propre navigateur. Donc c'est quand même fort. Ça me fait penser au problème que tente de résoudre le pianiste quand il est assis trop loin du piano. Au lieu d'avancer le tabouret, il recule le piano. Ça me donne un peu cette impression pour résoudre ce problème de leur côté. Ça. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation, pour cet épisode de Tech Café. Racha, merci beaucoup pour cette première participation dans le podcast. C'est le moment où tu vas pouvoir nous rappeler et détailler aux auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel. À titre individuel, vous pouvez me trouver sur Instagram, je suis plus active là-bas. C'est Racha Bia, voilà. Mais tu es partout et tu le dis pas assez, tu es sur YouTube, tu es en podcast, si vous tapez Racha Bia, vous allez la trouver partout. Mais je note en tout cas de mettre ton lien vers ton compte Instagram dans les notes de l'émission. Merci beaucoup à toi Guillaume pour la préparation de cette émission légendaire et qui n'est plus à démontrer. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut toi te retrouver sur Internet ? Ouh là là, est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet ? Je ne suis pas complètement certain. Sur Twitter Spaces, je suis sûr. Non, certainement pas. Ah, peut-être sur... Si je trouve quelqu'un si je trouve quelqu'un embêté avec Paraculte, peut-être. Oh, mais oui, je suis sûr que tu vas trouver. On va redoubler d'efforts. Merci beaucoup, Guillaume, pour donc la préparation de cette émission. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode de Tech Café. Merci de le partager, ce podcast, dans votre entourage, qu'il soit proche, familial ou numérique, auprès de vos collègues, auprès de vos amis. C'est toujours hyper important pour nous que vous puissiez suggérer l'écoute de Tech Café. Vous devriez dire, tiens, tu devrais écouter le dernier Tech Café. Ils ont parlé de Clubhouse, de GameStop, si tu veux tout comprendre à cette affaire. Là, ils ont parlé de Jeff Bezos qui s'en va d'Amazon. Tu verras, c'est plutôt intéressant d'avoir toute l'analyse de cette actualité tech en à peu près 1 heure. J'imagine que ça remplit vos trajets du quotidien, vos activités de type ménage, sportif, jardinage. Expliquez-nous en tout cas comment vous écoutez Tech Café. Et merci évidemment d'autant plus si vous envisagez de nous soutenir sur Patreon. En attendant, on se dit rendez-vous dans 1 semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao, au revoir.